Bonjour à toutes et à tous. Donc pour faire suite à ma vidéo d'hier sur la responsabilité civile délictuelle. Donc comme je vous l'avais indiqué, donc je souhaitais donc poursuivre un petit peu toute cette information juridique qui est aussi concernée par le domaine de la self-défense de manière générale, des sports de combat, mais comme je l'ai déjà dit antérieurement, ça sera plus axé sur la pratique de la self-défense de manière générale. Et il était important que je vous expose ce que sont les violences volontaires, avec les conséquences que ça engendre, non pas là sur le plan de réparation du préjudice ou des dommages, mais plutôt sur les sanctions pénales qui sont susceptibles d'être encourues dès lors qu'on est reconnu responsable, coupable de faits de violence volontaire. Donc on ne parlera pas de violence involontaire, parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans ce cas de figure où on va confronter donc le droit pénal par rapport à la pratique de méthodes, de styles de self-défense, ou bien entendu, dès lors que l'on met en application dans la réalité, ça voudra dire qu'on a été face à une agression qui est légitime et on va répondre à cette agression alors de manière proportionnée ou pas. Alors si elle est proportionnée, donc quand elle rentre dans les règles et dans les principes de la légitime défense, bon, votre responsabilité sera écartée, sur le plan pénal notamment. Mais dès lors que la réponse à cette agression n'était pas comment dire, proportionnée et que ne correspondait pas au principe même de la légitime défense, dès lors, ma responsabilité pénale peut être engagée. Alors, qui dit volontaire, alors ça peut peut-être choquer parce que dire voilà, j'ai répondu à une agression, mais voilà, voilà, je pensais être dans mon bon droit et j'ai fait ce que j'avais à faire pour écarter cet agresseur et répondre voilà, à ces violences. Alors le problème, c'est, vous comprenez bien, depuis ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis peu, notamment par cette chaîne YouTube, c'est que c'est un problème réel, constaté, remarqué, que certains enseignements ne sont pas suffisamment précis sur cette histoire de proportionnalité. Et donc, où va être la frontière que je ne dois pas franchir qui fera que je me retrouverai responsable de faits de violence qui seront volontaires, parce que ça sera un acte positif, donc ça sera bien entendu retenu comme acte volontaire. Et ce qui a motivé aussi mon intervention ce matin, c'est que, vous voyez, hein, de par les médias, beaucoup de policiers, gendarmes, donc des gens qui représentent l'autorité publique, se retrouvent devant la justice parce qu'ils ont, d'après la justice, outrepassé leurs droits et n'ont pas respecté les principes de la légitime défense et donc se retrouvent mis en cause pour des violences volontaires. Alors je pensais que c'était important parce que regardez, un pratiquant lambda de self-défense, pardon, sport de combat, par rapport à un dépositaire d'autorité publique, vous voyez que tout le monde se retrouve dans la même difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est en connaître les limites. Maintenant, compte tenu du fait que des agents de l'autorité publique sont vite mis en cause et condamnés devant la justice, imaginez le pratiquant qui, lui, voilà, ne représente pas l'autorité publique et lui va se défendre face à une agression et pratique dans un club et ce qu'on lui enseigne, pour lui, ça va être il va prendre ça comme argent comptant et puis surtout comme acquis. Et dès lors, il risque, dès lors que cet enseignement n'est pas suffisamment cadré
et mis en corrélation avec notre droit pénal interne, il va se retrouver même dans quelque chose que je pourrais dire d'incompris, parce qu'il va dire oui mais moi on m'a appris comme ça, voilà, et devant la justice c'est ce qu'il va expliquer, il dit voilà on m'a appris cela comme ça, et je pensais que c'était légal, enfin qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là dès lors que j'étais agressé. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, je pense que aussi maintenant les enseignants, les instructeurs sport de combat et self-défense ont j'espère pris conscience de cela, et vous allez aussi remarquer que dans nos pratiques, et j'en ai fait partie hein, pendant des années, on n'est plus dans les clous. On n'est plus du tout dans les clous. On pratique des styles, des disciplines qui, au regard de la loi, ne sont plus du tout en adéquation. Parce que, je l'ai encore vu hier sur des vidéos de gens qui sont très motivés, de bons pratiquants, de bons instructeurs, etc. Mais ils sont dans un engagement tel que s'ils démontrent ça sans expliquer aux gens quelles en sont les limites, ils vont s'exposer à de graves sanctions pénales, et comme je disais hier, en termes de réparation de préjudice et des dommages, ça va être extrêmement lourd. Voilà, alors j'insiste vraiment, il faut remettre tout ça sur la table, revoir un petit peu les méthodes. On peut pratiquer un style, et un style très efficace, rugueux, etc. Mais il faut vraiment en expliquer les conséquences et puis mettre en pratique en fonction des cas, des typologies d'agression, les mettre en œuvre à l'entraînement et apprendre aux pratiquants à s'adapter à cela et de ne pas faire le geste de trop ou les gestes de trop. Voilà. Alors, concernant les violences volontaires, donc c'est prévu à l'article 222-7 du Code pénal, les violences volontaires, et qu'est-ce qui va aussi entrer en considération pour la qualification de cette infraction de violence volontaire, ça va être l'interruption temporaire de travail. C'est ce qui va permettre de qualifier l'infraction et d'adapter une peine en fonction de la gravité effectivement de ces violences qui seront bien sûr déterminées par cette ITT. Alors attention, concernant l'ITT, ce n'est pas une interruption temporaire de travail que votre médecin traitant va vous donner. C'est un médecin légiste, donc qui sont affectés dans les unités médico-judiciaires au sein de certains grands hôpitaux. Ce sont des cellules, hein, il y a des médecins qui examinent, il y a aussi des psychologues qui sont affectés à ces unités-là, parce que, comme je le disais hier, il y a aussi des fois parfois un préjudice psychologique, une atteinte psychologique qu'il faut prendre en considération dans la qualification de l'infraction, etc. Bon. Alors, la définition des violences volontaires, donc le pluriel s'impose dès lors qu'au plan répressif, différentes infractions de violence doivent être distinguées en fonction de la gravité du dommage causé à autrui. C'est ce que je vous disais, c'est cette gravité qui va être prise en considération dans l'échelle de sanctions pénales qui peut être prononcées. Alors, il va falloir prendre en compte, donc il y avait donc l'ancien code pénal de 1810, bien sûr, on faisait déjà état, il faisait référence à ce comportement, mais il ne définissait pas à l'époque donc le comportement incriminé. Alors, tout ça a été revu avec les différentes réformes et il a fallu adapter aussi, et je pense que le droit pénal évoluera aussi, notamment pour les violences commises par des mineurs, par exemple. Vous voyez, donc l'ordonnance du 2 février 1945, comme le disent beaucoup de juristes aussi, est obsolète dans certains domaines parce que la société a évolué, la violence juvénile est de plus en plus constatée et surtout de plus en plus violente, de plus en plus grave. Donc on aura peut-être aussi une évolution, d'ailleurs il y a une réforme qui est prévue aussi donc, pour les mineurs. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de droit, c'est pas le but, hein, c'est surtout de comprendre pourquoi
eh bien, il va falloir revoir un petit peu toutes ces méthodes, toutes ces techniques de self-défense et surtout sur le plan de la formation, il va falloir être de plus en plus, comment dirais-je, bah, de plus en plus en rapport et en adéquation avec notre législation, parce que là, c'est plus possible. Les tribunaux en sont engorgés. Il y a des gens qui se retrouvent condamnés, alors bon, sont tous des honnêtes gens, hein, il n'y a pas de souci à la base, mais dès lors qu'il y a des violences de retenue, quelles qu'elles soient, eh ben, ces gens-là deviennent donc au départ des primo-délinquants. Et comme je le vois durant les audiences, effectivement, d'être qualifiés de primo-délinquants, il y a des gens qui le prennent très mal, parce que pour eux, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des gens qui ont réagi à voilà, une agression légitime, et ils le vivent très très mal. Voilà. Alors, il y a au niveau de la graduation des violences, donc il peut y avoir ce qu'on appelle des violences légères, hein, qui seront des violences qui seront inférieures, enfin, ou égales à 8 jours d'interruption temporaire de travail. Alors, excusez-moi, donc dès lors qu'il y a ces violences volontaires, les qualifiées de légères, hein, reconnues comme étant donc pas graves, on va dire, hein, qui n'ont pas eu de conséquences importantes sur l'intégrité physique de la personne qui a été victime de ces violences. Donc là, le code pénal prévoit, qualifie ces faits de contravention de 5e classe, donc qui est punissable de 1 500 € d'amende. Alors, je traite pas mal de dossiers comme cela, et alors ce qui parfois c'est tout simplement un rappel à la loi, ou parfois une ordonnance pénale. L'ordonnance pénale, c'est une réponse pénale donc c'est une mesure alternative aux poursuites, qui évite à la personne de comparaître devant le tribunal de police, parce que c'est une contravention et non un délit. Et plutôt que de comparaître devant le tribunal, il y a donc une amende qui est prononcée. Alors c'est bien sûr en fonction du cas d'espèce, mais ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Donc comme vous pouvez le remarquer, donc il n'y a pas de peine d'emprisonnement prévu. En revanche, si toutefois récidive il y a, à ce moment-là, la personne pourra être condamnée, le cas échéant, à l'emprisonnement avec sursis du fait de la réitération des faits. Ensuite, pour ce qui est donc des violences volontaires dont l'interruption temporaire de travail est supérieure à 8 jours. Alors dans ce cas-là, ce que prévoit le code pénal, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est prévu à l'article 221-11 du code pénal. Et là, bien entendu, là, on commence à entrer, vous voyez, dans un champ infractionnel et de sanctions qui est non négligeable. Et parfois, si des circonstances aggravantes viennent se greffer sur ce fait de violence avec qui était supérieur à 8 jours, ça peut être aussi ce qu'on appelle des violences sans réunion. Par exemple, quelqu'un vient vous aider à frapper la personne, etc. Et ça, on le voit. Donc là, et regardez, c'est le cas pour les forces de l'ordre, pour les gens qui font partie des forces de l'ordre qui ont été récemment mis en cause. Dès lors qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante dès lors qu'on est reconnu comme étant auteur de violences volontaires. Donc ça peut jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, comme je le disais. Alors, autant pour moi, donc ça sera 5 ans d'emprisonnement dès lors qu'il y a une ou plusieurs circonstances aggravantes de retenue et 75 000 € d'amende. Alors, si toutefois, il y a plusieurs circonstances aggravantes qui sont retenues, d'accord, donc ça peut être, je prends un exemple, dès lors qu'il y a plusieurs personnes qui répondent, qui sont à vos côtés et qui frappent également la personne, et qu'il y a par exemple une personne qui a un bâton, donc une arme contondante ou une arme par destination, hein. Donc là, ça sera 7 ans d'emprisonnement. D'accord. Donc vous voyez que ça prend vite des proportions assez élevées, parce que dès lors, là, donc ça sera 7 ans d'emprisonnement et ça peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende. Vous voyez, ça va très vite. On se fait aider par quelqu'un, la personne prend une cruche, par exemple, hein, c'est dans un restaurant, la cruche, elle frappe la personne avec la cruche, c'est une arme par destination. D'accord. À la base, c'est pas une arme, mais ça le devient dès lors qu'on s'en sert pour commettre
c'est violence. Vous voyez, donc ça va très très vite dans l'échelle des peines. C'est rapidement impactant en termes de sanctions. Ça peut être des sanctions privatives de liberté, hein, comme l'emprisonnement, et puis une amende donc qui sera lourde. Et là, vous avez vu, j'ai pas parlé de dommages et intérêts, donc en réparation des dommages, ça viendra en sus. D'accord? Et ça sera demandé par l'avocat de la victime. Donc tout ça, ça vient s'additionner, et oui, ça va très très vite. Et dans une soirée, par exemple, où on est un certain nombre, il y a une rixe qui démarre, et après on se retrouve à plusieurs, et il y a des objets qui volent, qui servent à frapper. Donc on en arrive vitement à des circonstances aggravantes, et c'est très rapide. Et puis, par exemple, je vois dans certaines pratiques des choses, c'est-à-dire que la personne est agressée, donc elle répond par, donc elle est agressée par exemple, ou menacée, je veux dire menacée, avec une arme, d'accord? On va prendre une arme blanche, un couteau ou une arme à feu. Ah tiens, on va prendre l'arme à feu, c'est pas bon. Et là, on voit la personne qui est menacée, elle désarme, d'accord? Et elle désarme la personne, elle prend l'arme, donc c'est l'agresseur, à l'origine des faits, n'a plus d'arme, il est à main nue. Donc, il n'a plus l'arme dans les mains, il a déjà pris un ou deux coups, et on voit la personne qui a désarmé, qui a l'arme à la main, frappe, des fois plusieurs reprises, la personne qui l'a menacée au départ. Donc là, on se retrouve, et ça, c'est pas, je peux vous le dire, c'est pas du tout, c'est pas bien maîtrisé, c'est pas bien connu par beaucoup de gens qui enseignent. Et même, bien sûr, de ce fait, des gens qui pratiquent. Et dès lors, la personne a frappé, certes, son agresseur, mais qui n'était plus armé, et le frappe en plus, qui plus est, avec une arme à la main. Là, j'ai même pas dit tirer, j'ai dit elle a frappé. Donc là, on est dans des circonstances aggravantes. Pourquoi? Parce que la personne, bon, donc était effectivement faisait l'objet d'une menace avec une arme, donc c'est grave quand même. Bon, la menace, bien sûr, ça retenu, c'est pas grave, mais la réponse a été de porter des coups. Bon, ça, on peut légitimer, mais attention, encore faut-il que ce soit concomitant, si vous voulez, à la menace. C'est-à-dire que si la personne que j'ai désarmée est au sol et je continue à la frapper au visage par des coups de pied, etc., là, je ne suis plus dans le cas de la légitime défense. Et si je la frappe, qui plus est, avec même l'arme avec laquelle il m'a menacé, là, je vais, c'est des violences volontaires aggravées, comprenez? Voilà, donc tout ça, c'est pas du tout maîtrisé. Et d'autre part aussi, quand je vois des gens qui désarment une personne qui est seule, hein, donc ils sont menacés, ils la désarment, ils la frappent, etc., la personne chute. Et ensuite, c'est la personne qui est agressée qui a pris possession de l'arme, la menace elle-même avec l'arme. Dès lors qu'il n'y a plus de danger, que le danger est écarté, que la personne donc, est même KO au sol et a répondu quelque part à vos sommations, c'est-à-dire tu ne bouges pas, etc. Bon, la personne ne bouge plus et elle a les mains apparentes, etc. Et qu'on voit les gens menacer, même manier la culasse, manipuler la culasse et menacer la personne, attention, attention. Là, vous n'êtes plus dans le cadre juridique autorisé par la loi française, par les lois françaises. D'accord? Là, vous êtes auteur de menaces avec arme. Non seulement des violences, mais après, vous menacez la personne avec une arme. Donc là, alors vous allez me dire, je suis sûr, là, il y a des gens qui vont pas être contents. Ah, mais c'est pas normal. Non, non, non. Là, vous la mettez en sécurité, d'accord? Et dès lors que le danger est écarté, là, je l'ai bien précisé au départ, le danger est écarté. C'est pas comme s'il y avait d'autres, des comparses de l'intéressé, etc. Vous vous sentez menacé, etc. Mais dès lors que la menace n'est plus présente, et que l'agression, bien sûr, est plus existante, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous constatez que la personne est seule, elle est au sol, et elle a obtempéré au fait de ne plus bouger, etc., que ses mains sont apparentes, parce que c'est vrai, si les mains sont dissimulées, peut-être qu'elle peut avoir une deuxième arme. Mais là, tout le danger est écarté, il y a des témoins aussi qui arrivent, il y a des vidéosurveillances, il y a tout ça, des gens qui filment, et vous êtes là, vous menacez. D'accord? Et bien là, vous n'êtes plus dans le cadre. D'accord? Alors, faites bien
le distinguo entre est-ce qu'il y a toujours une menace à mon encontre existante ou pas. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Est-ce que, bien sûr, les juges prendront en considération. Mais voilà, expliquez bien ça aux gens que, où je vois des désarmements d'armes d'épaule, comme une Kalachnikov, factice, bien sûr, hein, et puis on voit la personne après avec la Kalachnikov à la main, elle menace, met des coups de crosse, etc. Non, 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 attention à ça, attention à ça. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais si par exemple c'est un terroriste. Alors effectivement, il y a, comme je vous disais, il y a différents cas. Si cette personne s'est manifestée comme étant terroriste, hein, par les expressions qu'on connaît, là, après, le juge appréciera. Et bien sûr, on ne pourra pas vous reprocher parce que la personne peut très bien avoir une ceinture explosive, etc. Voilà. Mais ça, c'est au cas d'espèce, et ça, c'est à vous, et c'est à vos formateurs et aussi aux instructeurs de bien le préciser, parce que c'est rentré dans les entraînements, hein, ce fait de s'entraîner, alors soit sur des tueurs de masse, ou enfin des typologies de tueurs de masse ou de terroristes. Donc ça, on l'explique bien sûr. Mais attention, vous ne faites pas partie des forces de l'ordre, des forces d'intervention, donc faites attention à ça. Il vaut mieux effectivement avoir effectivement répondu à cette menace, par exemple, ou cette agression, vous l'avez désarmé, etc. Mais attention de ne pas outrepasser les choses et puis ne pas vous trouver en position inconfortable vis-à-vis de la justice. Voilà, donc à bien réfléchir, à bien travailler sur ces différentes typologies et de l'adapter à nos textes de loi de façon à ne pas se retrouver voilà, dans des situations extrêmement compliquées. Bon. En dernier lieu, je voudrais aborder, enfin il y a deux choses. Il y a aussi le problème de la réponse par des violences, parce qu'on a été probablement très victime à la base de violences, et nous on répond par la violence. Il y a aussi la problématique, la problématique, pardon, excusez-moi, c'est le matin de bonne heure, hein, donc, le cas où, dans votre réponse, dans votre enchaînement de défense, par exemple, vous rendez la personne handicapée. Et surtout qu'il est reconnu que vous avez fait geste de trop. Par exemple, la personne a chuté et vous lui mettez un coup violent à la colonne vertébrale et la personne se retrouve en situation de handicap par la suite. Donc là, c'est l'article 222-9 du Code pénal qui prévoit 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Alors, c'est le cas, alors je vous cite hein, le texte, donc c'est dans le cas où il y a mutilation, infirmité permanente se caractérise par la diminution de l'usage d'un membre ou d'un organe considéré comme essentiel. Et ce, peu importe l'éventuel consentement de la victime. D'accord? Alors attention, ça peut arriver très, très rapidement et je vois des choses et encore très récemment, j'ai vu donc des jeunes qui s'entraînent au MMA, enfin qui ne pratiquent pas en club, hein, mais qui s'entraînent au MMA, parce que bon, avec tout ce qu'on voit maintenant sur Internet. Donc ils ont vu des combats, ils essaient de faire pareil, et j'ai parlé à l'un d'entre eux parce qu'ils s'amusaient à faire des guillotines. Bon, ceux qui connaissent. Alors, vous savez très bien qu'en compétition, la guillotine des accès est interdite. Pourquoi? Parce que vous allez rapidement rendre handicapé la personne très probablement, dès lors que vous allez forcer ou même juste un petit mouvement et là, il peut y avoir rupture de la moelle épinière et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, je leur ai expliqué ce problème-là et vous voyez qu'il y a des pratiques sportives même qui sont faites par des jeunes, pratiquées par des jeunes chez eux avec des copains. Donc, c'est pas encadré et même en club, on voit dans l'entraînement, la motivation, la fougue, etc. Ça peut, si c'est pas bien encadré, on peut avoir ce genre d'accident. Alors bien sûr, si par exemple l'accident arrive au cours d'un entraînement, si c'est réellement un accident, ce n'est pas donc un acte volontaire, c'est involontaire. Et durant l'entraînement, on ne pourra pas vous condamner pénalement. Idem pour un boxeur professionnel qui, malheureusement, sur un coup, va tuer ou rendre handicapé un autre combattant, c'est dans un cadre sportif, vous voyez, qui est encadré. Et malheureusement, ça, c'est l'accident. Parce que le boxeur compétiteur ne voulait pas
rendre handicapé ou tuer son adversaire. Vous voyez, donc il y a aussi ces cadres-là. Pour ça que les instructeurs de boxe, d'athlètes professionnels expliquent bien entendu et que les gens n'ignorent pas. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des faits de violence volontaires qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, c'est l'article 222-7 du Code pénal qui prévoit cette infraction. Et donc, l'auteur de ces faits peut être emprisonné jusqu'à hauteur de 15 ans. Vous voyez, donc on en est quand même dans quelque chose, donc c'est pas un homicide volontaire, hein, je le dis bien, hein, c'est des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Alors voilà un petit peu on va dire les cadres juridiques des violences, enfin relatifs aux violences volontaires, avec une graduation qui sera bien sûr déterminée par rapport à l'interruption temporaire de travail et aussi par les conséquences physiques sur la personne hein, que vous avez frappée, c'est-à-dire soit une mutilation, une infirmité permanente ou un décès, bien sûr qui n'était pas voulu. Donc vous voyez, ça va très très vite et tout ça, ça va très très vite. Il y a des cas hein, tous les ans qui sont révélés par la presse, par les faits divers. Et je tenais à vous en parler par le biais de cette vidéo et je reste bien sûr, comme j'ai déjà dit, à votre disposition. Et il faut bien prendre en considération les différentes typologies. Donc, dans votre enseignement ou votre apprentissage, il faut être curieux aussi. Hein. Il faut dire, voilà, moi, si je fais ça, on m'a mis une gifle, je fais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que je risque d'être embêté? Et comme je disais, c'est le problème de l'effet tunnel. Et plus on va s'entraîner, plus on va se préparer à cela. Bien que la réalité sera bien souvent différente, les contextes différents, l'environnement sera différent. Mais il faut avoir à l'esprit que si je continue à m'entraîner sans prendre en considération ce que dit la loi, je vais m'exposer à un moment donné à de sérieux problèmes. Et c'est très rapide parce que, par exemple, ce qu'on voit souvent, ce sont des querelles d'automobilistes ou de voisinage. Et alors, des fois, bah, c'est que des invectives, mais dès lors qu'on en vient à un contact physique, à une opposition physique, ça monte vite dans les tours, comme on dit, et là, on ne maîtrise plus. Et c'est ça qu'il faut intégrer. C'est ça qu'il faut intégrer. Parce que si vous ne le faites pas, eh ben vous allez vous retrouver comme justiciable devant une juridiction de jugement et à répondre de vos actes devant la justice. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments de réponse et bien sûr, je reste à votre disposition. Et voilà, donc il y aura d'autres, je pense, d'autres vidéos de ce genre sur différents sujets. Bien sûr, alors pas toujours forcément avec les sports de combat et la self-défense, mais c'est quand même quelque chose qui est pour moi un véritable problème aujourd'hui par rapport à ce que je vois. Alors, on peut me dire oui, mais toi aussi, tu es instructeur. Oui, oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai appris des choses. Voilà, et le métier que j'exerçais auparavant était déjà c'était des fois problématique parce que bah, ça partait très vite parfois au contact physique et on n'avait pas non plus tous ces problèmes de vidéo, etc. Alors on va me dire ah, c'est pas forcément un problème parce que ça peut aussi prouver des violences légitimes de la part de dépositaire de l'autorité publique. Bon. Ça c'est aussi un autre débat. Mais moi, ce que surtout je me préoccupe, on va dire, du citoyen, qui n'est pas, entre guillemets, hein, protégé par une qualité quelconque, et qui va se retrouver face à des situations parfois très compliquées, très difficiles, très dures, très, très choquantes, et qui va réagir. Mais vous savez qu'avec la peur, voilà, on peut faire des choses qu'on ne maîtrise plus, enfin on ne maîtrise plus ça réactive ses réactions, ses réponses, etc. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Mais je voulais vraiment donner pas un cri d'alarme, mais surtout alerter les pratiquants et les instructeurs sur ce qu'on voit. Malheureusement, je le dis, j'ai vu des vidéogrammes, donc des DVD vendus par des fédérations de renom, qui ont été faites par des experts, enfin, soi-disant des experts, qui pour moi ne sont pas des experts, parce que quand on est expert, on maîtrise tout ça. On est formé pour et on doit faire attention.
J'ai déjà signalé ça il y a plusieurs années. Et dit, voilà, mais ça, c'est pas normal, vous vous rendez compte. Les gens s'en moquent parce que de toute manière, ça se vend bien et puis c'est spectaculaire. Voilà. Puis, voilà. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Qui plus est que la qualité que j'exerce au jour d'aujourd'hui, je vois trop de choses et des gens qui se retrouvent devant la justice voilà, pour des choses qui sont des gens sans problème à la base. Et voilà. Et il y a des instructeurs qui se sont approchés de moi et on a travaillé un peu ensemble. Bon, j'espère qu'on va poursuivre ça après la pandémie sur toutes ces problématiques et surtout le mettre en application de façon à après le reproduire à l'entraînement et avoir les mots justes et enseigner quelque chose bon, qui restera crédible mais qui sera, si vous voulez, en parfaite adéquation avec notre droit. Voilà. Alors il y a des gens qui s'en moquent, hein. C'est sûr, à dire ouais, le droit, machin, voilà, mais bon, après, je dis, chacun voit midi à sa porte, et si votre responsabilité est engagée, après, c'est votre problème. Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été informé et qu'on ne vous a pas montré les choses. Et puis surtout, pour les instructeurs, si vous avez un élève qui se retrouve devant la justice, qu'on ne vienne pas vous reprocher, dire oui, mais vous montrez des choses à vos gens, parce que si des fois c'est grave, il y a une enquête judiciaire et vous pouvez être très bien être auditionné et puis il y a des témoignages de recueillis de part et d'autre et dire ah bah oui non notre instructeur il nous montre des choses etc etc. D'accord. Pour conclure, je voulais vous dire que lorsque j'étais en 2004 en Israël, donc j'ai travaillé avec des gens de grande qualité. Des anciens membres de l'unité d'élite israélienne. Et donc, ils m'ont montré des choses, des techniques. Et moi, je leur disais, moi, je fais ça en France, je vais en prison. Quoi. Vous voyez. Donc, on a adapté, donc on a travaillé, m'ont expliqué, et j'ai échangé avec eux. Alors, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux voir, etc. Alors, j'ai travaillé des choses qui étaient plus dans leur cadre juridique à eux. Et après, on a travaillé aussi, et après à mon retour en France avec mes élèves, on a travaillé tout cela. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un discours. Alors, des fois, je démonte un peu ça. Quelque part, vous allez me dire, oui, mais tu démontes notre méthode, notre style. Mais oui, mais c'est pas le démonter, parce qu'à l'origine, on va montrer l'originel. D'accord. On va dire, voilà, dans ce que moi, j'ai reçu comme enseignement, que ce soit en France ou à l'étranger, on me l'a appris comme ça. Mais moi, je vous le dis, et de par ma fonction, et je dois vous le dire, on n'est plus dans les clous. On n'est plus dans les clous. Voilà. Mais c'est bien de faire la part des choses. D'accord. C'est bien de faire la part des choses. On montre, oui, alors ça, normalement, ça c'est comme ça. Mais voilà, maintenant, on va travailler des cas concrets. Je te donne le cas concret et avec ton partenaire, on va le mettre en application ou vous, en tant qu'instructeur, vous vous impliquez. Et pour moi, c'est le mieux à faire. Mais encore faut-il maîtriser tout cela et être bien formé. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et n'hésitez pas à revenir vers moi, le cas échéant, et même dès que ça sera possible de pouvoir travailler ensemble de manière concrète et sur des choses factuelles. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et encore de bonnes fêtes. Au revoir.